C'est une matière vraiment très, très, très subtile, très raffinée, très transparente. Léonard de Vinci est-il l'auteur de ce petit tableau? On l'appelle la Vierge au fuseau. À l'occasion de sa restauration, une enquête inédite est lancée à son sujet. On est vraiment face à un cas extraordinaire. Là, on a la chance de pouvoir entrer dans ce qui s'est passé dans sa tête pendant pratiquement 18 ans. On sait que la lapislazuli, il a cet éclat-là. Ça, c'est pas une signature, mais c'est un élément concordant. La lettera di Isabella d'Este a Cecilia Gallerani, del 26 aprile 1498. Sans ces documents, on aurait beaucoup d'hypothèses, mais on ne comprendrait pas grand-chose. Et c'est grâce à ce genre de documents extraordinaires qu'on peut mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 500 ans, c'est il y a très longtemps quand même. Entre l'Italie et la France, comment retrouver les pièces à conviction nécessaires? Peut-on identifier avec certitude la manière de peindre de Léonard? Comment authentifier un tableau 5 siècles après sa création? Enquête sur une œuvre mystérieuse et sur l'un des plus grands maîtres de la Renaissance. « 10 juillet 2018. Dans la longue histoire de ce tableau, c'est une date importante. 2 ans plus tôt, son propriétaire, un collectionneur privé, l'a confié à cet atelier de restauration du nord de Paris. Aujourd'hui, il s'absente pour quelques heures. Destination, le musée du Louvre. La peinture y est amenée en toute discrétion, comme s'il s'agissait d'une marchandise ordinaire. La Vierge au fuseau est un tableau sur bois de 50 sur 36 cm. Il représente le personnage de la Vierge Marie, tenant de sa main gauche l'enfant Jésus. L'enfant qui fixe un objet qu'il tient entre ses 2 mains. Un objet en forme de croix. Il s'agit d'un fuseau, un instrument utilisé pour filer la laine. L'enfant lui adresse un regard pensif, comme s'il pressentait la crucifixion à laquelle il est promis. Dans le regard de Marie, on devine l'inquiétude d'une mère qui a déjà compris la tragique vocation de son enfant. Elle semble hésiter à le retenir ou à le laisser partir. C'est ainsi qu'il faut comprendre le geste de sa main droite. À l'arrière des 2 personnages, un pont aux 8 arcades. Une rivière tortueuse. Des montagnes aux silhouettes escarpées. Et un ciel d'un bleu transparent. Transparence, c'est l'un des mots-clés de ce petit tableau. Transparence dans l'incarnation, dans la coiffure et dans le voile de la Vierge. Transparence dans le paysage, le modelé des montagnes et dans l'évocation de l'horizon. Tout cela fait penser à la manière de peindre de Léonard. Mais est-il possible que le tableau soit l'œuvre du maître en personne? Aujourd'hui, il comparaît dans le musée qui détient dans le monde le plus grand nombre d'œuvres de Léonard de Vinci.
Dans la Grande Galerie du Louvre sont ainsi exposées la Vierge au Rocher, créée en 1483 à Milan. Le Saint Jean-Baptiste, l'une des dernières œuvres de Léonard. Ou encore la Sainte-Anne. Et bien sûr, dans une salle voisine, le tableau sans doute le plus célèbre au monde, la Joconde. La Vierge au fuseau est apportée auprès du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. On va le monter. Vincent de Lieuvin, le responsable des peintures italiennes du XVIe siècle, au musée du Louvre. De toute façon, il est dans une sorte de châssis, non? Oui. Et Cinzia Pasquali, la restauratrice du tableau, ont une vingtaine de minutes pour se faire une opinion. Oui, on a une belle lumière là, c'est pas mal. Là, on est en train de faire une comparaison entre donc cette Vierge au fuseau, cette version de la Vierge au fuseau, avec les tableaux tardifs de Léonard de Vinci qui sont conservés au Louvre, donc la Joconde et notamment la Sainte-Anne qui datent qui sont de la même période de la vie de Léonard de Vinci. Donc les années à partir de son retour à Florence, à partir des années 1500. 1501 pour la conception de la Vierge au fuseau, et la Joconde au moins au plus tard 1503. On sait qu'elle a déjà commencé en 1503, mais elle a pu être commencée un peu avant, peut-être en 1502, 1501, on n'en sait rien à vrai dire. Donc Léonard pense à la Vierge au fuseau et en même temps il pense à la Joconde, donc ce sont des tableaux très voisins, et la Sainte-Anne aussi. Donc là on essaie de comparer, de voir comment c'est les différences et affinités entre ces tableaux-là. Mais une chose qui me marque particulièrement, et que je trouve vraiment très beau, c'est l'insertion du visage de la Vierge dans le paysage, et cette espèce de volume qui habite le paysage, et qui est une chose qu'on sent beaucoup dans la Joconde. Oui. Le visage est vraiment très beau dans ce tableau-là, et c'est vrai que c'est en mouvement, c'est en vie. Oui. Et aussi cette espèce d'intention sécrète, l'expression un peu des douceurs, de retenue, de mélancolie, il y a une expression très, très, vraiment assez subtile. Les deux tableaux ont pour point commun une grande finesse dans l'expression des personnages. Mais aussi le même type de paysage. Ils sont simplement inversés. À gauche pour la Vierge au fuseau, à droite pour la Joconde. Beaucoup d'affinités donc, mais trop peu pour en tirer des conclusions définitives. Il faut dire que l'enjeu est de taille, car Léonard, l'un des plus grands artistes de l'histoire, est un peintre rare. Le maître prenait plusieurs années, jusqu'à 20 ans, pour exécuter ses tableaux. Sans compter que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été achevés. À l'heure d'aujourd'hui, seules 14 œuvres lui sont attribuées sans contestation. La version de la Vierge au fuseau restaurée à Paris pourrait-elle s'ajouter à cette très courte liste? Pour l'instant, on en est encore loin. Comme l'essentiel des œuvres de son époque, le tableau n'est pas signé. Et la plupart des experts ne le considèrent pas comme un tableau exécuté par le maître en personne, mais comme une très belle copie. On sait en effet que dans son atelier, les élèves de Léonard réalisaient de nombreuses répliques de ses œuvres. Certaines sont d'ailleurs signées par des peintres de grand talent, comme Salaï, son premier assistant. Mais aucune d'entre elles ne peut être qualifiée d'œuvre authentique. Pour la Vierge au fuseau, ce titre revient à une autre version, actuellement exposée à Édimbourg. Un tableau largement considéré comme étant en partie de la main de Léonard de Vinci.
De par leur style, les experts estiment que les deux tableaux ont été peints au début du XVIe siècle. Les départager va demander une longue enquête. Une enquête qui commence en 1499, à Milan. Léonard s'y est installé 17 ans plus tôt. Et c'est maintenant un artiste reconnu. Son protecteur s'appelle Ludovic le Mort, un homme brutal qui s'est imposé par la force à la tête du duché. C'est le moment de l'émergence des grandes puissances en Europe. Et l'Italie n'y est pas préparée. Elle est profondément divisée en 6 petits royaumes et républiques, auxquels s'ajoute une multitude de principautés. Entre elles, les conflits sont nombreux. Pour la France, l'Italie est donc une proie facile. Le château de Ludovic le Mort. Dans ses appartements, une salle de réception où il donnait audience. Léonard y a commencé une immense fresque. Aujourd'hui, les restauratrices sont à son chevet. Au XXe siècle, ces décors ont été recouverts par de pâles imitations. Ces peintures sont à présent retirées et des fragments de la couche picturale d'origine sont mis au jour. Ici, on est en avril 1498, on a un document qui a été retrouvé. Ludovic le Mort demande à Léonard de Vinci de peindre cette immense salle. C'est une salle considérablement grande. Elle s'appelait la Sala delle Asse. Les Asse, ce sont des planches de bois, donc c'est la salle des planches de bois. Mais en fait, Léonard, ce qu'on lui a demandé, c'est d'enlever les planches de bois et de concevoir une sorte de grand jardin fictif. Donc c'était vraiment un grand trompe-l'œil assez extraordinaire. Pour le duc de Milan, Léonard a aussi imaginé une statue équestre de 7 mètres de haut, la plus grande existant à cette époque. Le cheval sera monté par une représentation du père de Ludovic, Francesco Sforza. Léonard a réalisé un modèle en terre qui servira à confectionner un moule dans lequel le bronze sera fondu. Mais les armées françaises attaquent le duché de Ferrare, un allié de Milan, et le bronze est réquisitionné pour fondre des canons. Tous les projets de Léonard sont remis en cause avec l'avancée de Louis XII et de ses soldats. En août 1499, les Français envahissent finalement le duché de Milan, Louis XII s'empare de la ville et finalement la décoration s'arrête. Autant la voûte a été peinte, dès qu'on descend sur les murs, eh bien, il y a un moment la peinture s'arrête et on est donc face à seulement des lignes de dessin préparatoire. Il y a des dessins passés au carbone, c'est le dessin préparatoire, mais Léonard n'a jamais terminé ce décor. En 1499, lorsque Louis XII envahit Milan, il rencontre très rapidement Léonard de Vinci. Il faut vraiment prendre conscience que Léonard de Vinci, c'était sans doute l'artiste de cour le plus important de Ludovic le Mort. Il avait donc cet énorme chantier de la sculpture équestre. Pas très loin d'ici, il y avait le modèle en terre qui faisait environ 7 mètres de haut, donc c'était une chose gigantesque, merveilleuse. Et puis il y avait la Seine, bien évidemment. Donc les Français ont dû être éblouis par l'art de Léonard. La Seine, fresque commandée par Ludovic le Mort à Léonard pour le réfectoire d'un couvent dominicain de Milan. Quand Louis XII la voit, il la trouve tellement belle qu'il veut l'emporter en France. Mais c'est impossible, et il y renonce finalement.
Donc il est évident que très rapidement Louis XII et son cercle proche ont voulu lui commander des choses, et on le sait grâce à des documents d'archives. On sait notamment que Florimond Robertet, qui était un très proche collaborateur de Louis XII, son secrétaire particulier, quelqu'un qui avait vraiment un rôle clé dans le gouvernement de la France, Florimond Robertet est venu avec Louis XII et lui a commandé un tableau de dévotion, une Vierge à l'enfant, qu'on finira par appeler la Vierge au fuseau. Léonard a donc les faveurs des nouveaux maîtres de Milan. Ce qui n'empêche pas les soldats français de s'en prendre à sa statue équestre. Il tire à l'arbalète sur son modèle en terre. Léonard choisit de quitter Milan. C'est dans ces circonstances dramatiques que va naître la Vierge au fuseau. Cinq siècles ont passé. Le tableau vient d'arriver dans l'atelier de Cinzia Pasquali. Restauré à de nombreuses reprises, il est couvert de vernis qui se sont altérés avec le temps. Cinzia, qui a déjà restauré la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, fait connaissance avec la peinture. C'est un moment privilégié, toujours. Je veux dire que quand on a déjà un tableau à restaurer, c'est vrai que je dirais qu'on a une relation très intime. Effectivement, le fait de l'avoir dans son atelier, c'est la chance de l'avoir tout le temps, de pouvoir le regarder, de pouvoir, pendant le nettoyage, comprendre comment il est fait. Donc, c'est une occasion vraiment unique. Dans son approche du tableau, Cinzia délimite des zones de test de petite dimension. D'abord, le bras de l'enfant. Les lacunes y sont nombreuses. Une multitude de micro-dommages ont altéré la peinture à travers le temps. Ensuite, le bleu du ciel. Une autre couche picturale apparaît, plus claire et plus transparente. Enfin, la robe de la Vierge. Cinzia trouve du lapis lazuli, un pigment très rare à la Renaissance et réservé aux peintres les plus importants. La restauratrice va ensuite élargir chacune de ces zones de test. Et c'est au cours de ce travail qu'elle va acquérir la conviction que Léonard en personne pourrait être l'auteur du tableau. D'abord, c'est ce qui frappe, c'est les bleus. C'est vrai qu'il y a ce bleu de lapis lazuli qui est magnifique. Et après, il y a cette technique très particulière qui a de travailler avec très peu de matière. Vous voyez, il y a des coups de pinceau super rapides, très immédiats, je dirais, fait avec le bleu de lapis lazuli et de l'autre côté, une petite touche claire, ou au compte-touche. C'est-à-dire que là, le modelé des montagnes est donné seulement par très peu de coups de pinceau foncé. Avec presque rien, il arrive à faire un dégradé qui a une profondeur de champ vraiment extraordinaire. On voit un infime voile sur les couches de préparation. Et quand on est très près comme au microscope, on voit à peine qu'il y a un changement des tonalités ou des couleurs. Il n'y a que lui qui arrive à faire des choses comme ça. Pour moi, c'est effectivement quelque chose qui est caractéristique de sa peinture. La façon de peindre de Léonard serait-elle inscrite dans la matière même du tableau? Cinzia procède à 3 micro-prélèvements. De minuscules fragments de peinture collectés à des endroits différents du tableau.
et elle les envoie à Florence, en Italie, à l'Opificio delle Pietre Dure, un institut de restauration réputé dans le monde entier. Giancarlo Lanterna est chimiste. C'est lui qui traite les prélèvements réalisés à Paris. Giancarlo va analyser les pigments du tableau, mais aussi la superposition des couches picturales qui constituent l'image de la Vierge au fuseau. Nous avons pris les prélèvements et les avons incorporés à la résine, de façon à obtenir des sections stratigraphiques qui nous permettent de voir couche par couche ce que l'artiste a réparti sur le tableau. La technique de la fluorescence nous permet de voir de nombreux matériaux qui, sous la lumière normale, ont une couleur ou un aspect différent. Nous pouvons ainsi être le plus précis possible dans l'analyse de la stratification. Après analyse, Giancarlo partage ses résultats avec Cinzia et les membres de l'Opificio responsables de l'étude. Sur les prélèvements, il a mis en évidence de très fines couches de peinture. Tout rappelle ici la manière de faire de Léonard, bien que ces analyses soient à prendre avec précaution. Qui ce ne sono 4 di strati in più o meno. Car d'autres artistes, à la même époque, ont travaillé de la même façon. D'après moi, il n'existe pas d'un point de vue technique quelque chose que l'on pourrait définir comme la signature d'un artiste. Les matériaux sont les mêmes, les techniques sont plus ou moins identiques. On ne peut pas faire une attribution sur la simple base d'une étude stratigraphique. Une preuve unique, ça n'existe pas. Sur le premier prélèvement, le ciel, les analyses mettent en évidence une couche de préparation de couleur blanche, de très fines couches intermédiaires et une couche plus épaisse faite de lapis-lazuli, appliquée à l'état pur sur le tableau. Le manteau de la Vierge, 10 couches de peinture successives, en moyenne d'une vingtaine de microns d'épaisseur. Hormis là encore, une couche plus épaisse de lapis-lazuli. Même principe pour la carnation de l'enfant. 6 couches d'une trentaine de microns en moyenne, faites de beaucoup d'huile et de très peu de pigments. Cette technique n'est pas la marque exclusive de Léonard. Mais est-il possible de l'observer à l'identique sur ses œuvres les plus célèbres? Quel point commun, par exemple, avec la Sainte-Anne, exposée au musée du Louvre? Un tableau réalisé, comme la Joconde, dans les mêmes années que la Vierge au fuseau. La couche picturale du tableau a été analysée par le laboratoire des musées de France. Et dans ces analyses, on retrouve le même type de superposition que sur la Vierge au fuseau. Léonard va mettre au point une technique picturale qu'il a apprise auprès des peintres flamands, la peinture à l'huile. Il utilise l'huile comme liant pour ses couleurs et ça va lui permettre de poser ce qu'on appelle des glacis, des couches de peinture extrêmement fines, à peine chargées de pigments, et c'est ce qui va lui permettre en fait de construire peu à peu ces transitions extrêmement subtiles de l'ombre à la lumière pour que la peinture ait du relief, presque comme une sculpture, et aussi pour que finalement l'œil ne voit pas précisément les contours de la figure et que cela donne de la vibration à la matière picturale.
Dans ses carnets, Léonard note ses recettes de fabrication. Il utilise de l'huile de térébenthine, pile des grains de moutarde, qu'il mélange à de l'huile de lin. Il passe le tout au pressoir, distille ensuite du genièvre, qu'il mélange à sa résine. Mélange auquel il ajoute ensuite de l'huile de noix. C'est ainsi qu'il obtient une peinture à l'huile parfaitement adaptée à son jeu de transparence et de légèreté. Donc ça, c'est le prélèvement dans l'enfant du tableau de la Sainte-Anne. Donc la première couche beige, une couche brune, et ici, là, une fine couche qui apparaît un peu brun rougeâtre, une autre qui apparaît noire, et ici, là, je pense qu'il y a encore bien 2 couches en surface. Donc au-dessus de la couche d'impression, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches à peu près, sachant que les 3-4 supérieures, ce sont des couches de quelques microns. Il en est ainsi de tous les autres prélèvements pratiqués sur le tableau. Sur la robe de la Vierge, par exemple, les analyses montrent 6 couches de peinture, entre 40 microns pour les plus épaisses et seulement 5 microns pour les plus fines. Même technique très particulière pour faire le ciel, avec une sous-couche blanche d'une 30aine de microns et 2 couches de lapis-lazuli d'une 20aine de microns d'épaisseur. Des couches très transparentes. C'est exactement ce que montrent les radiographies des œuvres de Léonard. Des images qui indiquent la densité de matière dans la peinture. À titre de comparaison, elles ont été disposées aux côtés de la radio de La Belle Jardinière de Raphaël. Ici, l'image du tableau est nette, les couleurs franches, les contours bien définis. Et la radio montre une peinture qui correspond en tout point à ce que l'on peut observer à l'œil nu. À ses côtés, La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci. Finesse des couches de peinture, présence de beaucoup d'huile et de peu de pigments. La radio montre une image beaucoup plus évanescente, comme sur les autres peintures de Léonard. Ici, par exemple, dans la Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant, on discerne avec difficulté, enfin à peine, la tête penchée de la Vierge dont on voit le bras qui s'étend vers son fils. Quant à la Sainte-Anne, elle est pratiquement invisible. Bon, le terme que je trouve le plus juste, c'est fantomatique. En ayant étudié beaucoup d'artistes de la même époque, donc de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, c'est le seul chez lequel les radios produisent des images de ce type. La Joconde, elle est également difficile à lire. Sous le décolleté, on n'a pas vraiment d'idée de la position des 2 bras, des mains qu'on ne peut pas individualiser. On reste quand même dans un espèce de flou artistique. C'est vraiment une des caractéristiques, presque une signature de la technique de Léonard de Vinci. Le diagnostic se confirme avec la radio du Saint Jean-Baptiste. Mais qu'en est-il de la Vierge au fuseau? Comparé à la Joconde, il y a un air de famille. Mais quand on y regarde de plus près, son image présente une anomalie. La Vierge au fuseau est une peinture sur bois, mais les trames d'un textile apparaissent à la radio. Pourquoi donc un tableau exécuté sur une planche de noyer révèle-t-il la présence d'un tissu sous la couche picturale? C'est l'une des questions qui va surgir pendant la restauration. Ah oui, dis donc, c'est très avancé, là. Oui. Et toi, le visage est beaucoup plus raffiné qu'avant, Ah hein, oui, parce ça, que... c'est sûr. Et même ça, il y a un volume qui est en train de se dessiner.
Très joli le visage. La transparence aussi, ces effets de transparence là comme ça. Évidemment, le paysage a énormément gagné. Hein. Il est... Oui, mais ça ne te rappelle pas la... c'est très, effectivement, extrêmement proche de La Sainte-Anne et la Joconde. Et de la Joconde, oui, tout à fait. Il y a ce qu'il appelle la perspective atmosphérique, cette dissolution des formes et aussi ce fait qu'on perd la couleur, peu à peu se perd et des bleus les plus profonds, on passe vers les blancs et jusqu'à une fusion dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose que lui arrive à retranscrire avec sa main extraordinaire, avec sa technique picturale extraordinaire, et que les élèves essayent d'imiter, mais c'est toujours plus dur, plus défini. Voilà, c'est plus laborieux. C'est pas mal pour autant, mais c'est infiniment moins raffiné que Léonard. La vernis est super épaisse. Hein. Regarde quand même comme il est beau. Regarde. C'est autre chose. Ouais, ça gagne en volume. Hein. Alors que progresse la restauration, Cinzia et Vincent constatent que le visage de l'enfant a été largement repeint pour cacher d'importants dommages. Le résultat d'un double traumatisme subi par le tableau au début du XXe siècle. La planche de bois qui lui servait alors de support avait tendance à courber, ce qui fragilisait la peinture. Pour y remédier, on a donc placé une gaze sur le tableau. Après quoi, la planche de bois a été découpée par l'arrière. On a ainsi retiré 2 à 3 cm d'épaisseur. L'affaire est devenue plus délicate encore lorsque la planche a été rabotée, jusqu'à atteindre l'arrière de la peinture, laquelle a été collée sur une deuxième gaze, puis appliquée sur une toile, qui devint le nouveau support du tableau. C'est alors que la première gaze a été retirée et que de nombreux dommages sont apparus. On voit quand même bien le réseau de la gaze, non? Oui. Tu vas réussir à rattraper ça? Le problème, c'est que c'est imprimé. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'on allait sauver les tableaux parce que les toiles vieillissent mieux, subissent mieux les variations d'hygrométrie. Mais en fait, pendant ces opérations, c'était des opérations très drastiques. Et malheureusement, l'expérience montre qu'on a perdu de la matière picturale. Il y a des gros accidents, des grosses lacunes. Et souvent, après, la matière picturale a un double vieillissement. Le vieillissement lié au support de bois, puis après, au support de toile. Après sa transposition sur la toile, les lacunes, c'est-à-dire les parties abîmées, ont été comblées lors d'une restauration. Mais le tableau s'est mal adapté à son nouveau support et la couche picturale a dû être décollée et transposée sur une nouvelle planche de bois. Bien entendu, l'opération a provoqué de nouvelles lacunes qui ont à nouveau été comblées. La robe de la Vierge, elle est dans l'ombre, donc souvent les ombres sont plus usées. Et là, effectivement, c'est une zone un peu chaotique et qu'on comprend un peu mal, qui est un peu abîmée. J'ai l'impression que c'est la zone la plus abîmée du tableau. Regarde. Mais c'est très usé, là, non? C'est bizarre, on dirait que du rouge, enfin une tonalité foncée, brune. Les belles parties que Cinzia a donc remis en valeur maintenant grâce à la restauration ressortent très belles, mais le reste est encore enfoncé. Donc pour le moment, elle est encore un peu difforme, la pauvre. On ne comprend pas comment... On ne comprend pas comment sa structure anatomique. Ouais. Elle a une énorme main, alors que son corps disparaît parce qu'il est devenu très sombre. Et donc pour le moment, c'est le tableau, mais c'est toujours comme ça dans les restaurations. C'est très bizarre puisque les belles parties ressortent et les parties enterrées encore sous les vernis sont encore plus laides qu'elles n'étaient avant.
Donc voilà, c'est un travail en cours, mais c'est vrai que pour le moment, ça révèle plutôt une très belle surprise, c'est-à-dire une très haute qualité d'exécution. Finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une œuvre d'un élève et avec la participation de Léonard? Est-ce que c'est une œuvre de Léonard terminée par un autre, aussi un de ses assistants? On a toutes ces questions-là. Pour le moment, on ne peut pas répondre à tout parce qu'on est en cours de travail. Oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt une très belle surprise pour le moment. Le tableau semble à présent bien plus endommagé qu'il ne l'était au début de sa restauration. Les lacunes y apparaissent toujours plus nombreuses. Mais le nettoyage du tableau révèle une couche picturale toujours plus proche des œuvres de Léonard de Vinci. Une semaine plus tard, nouvelle séance de nettoyage. On connaissait la présence du lapis-lazuli sur le ciel du tableau. Le voici également sur le manteau de la Vierge. On s'attendait un peu à le trouver. Mais c'est toujours une surprise, au fait, hein, parce que c'est un bleu tellement intense, il est tellement masqué par tous les couches des répins et des vernis altérés qu'on est toujours surpris quand on découvre des couleurs si éclatantes après si longtemps que le tableau a été conçu. On sait que la lapis-lazuli, il a cet éclat-là. C'est un pigment qui était très cher. Léonard, déjà sur la Sainte-Anne, il l'utilise pratiquement pur. Maintenant, il y a d'autres peintres à cette époque-là qui l'utilisent de la même façon. Je dirais, ça, c'est pas une signature, mais c'est un élément concordant. Il faut dire ça comme ça. La présence de lapis-lazuli serait donc cohérente à une attribution du tableau à Léonard de Vinci. Mais qu'en est-il de l'autre Vierge au fuseau, la version exposée en Écosse, à Édimbourg, jusqu'ici considérée comme de la main du maître? Cinzia, Vincent et les experts de l'Opificio sont venus l'étudier de plus près. Et c'est un moment clé dans l'enquête sur le tableau. À la différence de la version de Paris, celle-ci n'a pas été restaurée dans la période récente. Ce qui les frappe immédiatement, c'est la qualité du bleu du ciel et de la robe de la Vierge. C'est hyper verni, hyper chancy à mon avis. Questo blu è un blu non ricordo, di qual è il pigmento? Potrebbe essere azzurrite. Azzurrite, sì. Et ça peut pas être de l'azurite avec par-dessus un peu quelques couches de lapis. Ah non, là, il n'y a pas de Il n'y a pas lapis. lapis du tout. Pour moi, il n'y a pas de lapis. Ah oui. Ni à l'œil. Parce que c'est un bleu qui est quand même resté assez présent. Hein. Bah, Il n'est pas trop altéré. En dehors des craquelures, il est assez beau. Enfin, il est assez encore présent. Ah non. Bah écoute, regarde, on l'a là. Oui, mais je veux dire, c'est un bleu terne. Mais je dirais, la différence, c'est que le bleu, il est d'une autre couleur. C'est probablement pas un bleu de lapis-lazuli, non? Un bleu di lapis-lazuli, quello? Non. Non. Hormis l'absence présumée de lapis-lazuli sur la version d'Édimbourg, les deux tableaux ont beaucoup en commun. Même fuseau, même position du corps de l'enfant, même rocher et même forme du manteau. Visage, coiffure et main droite sont quasi identiques. Seule la position de la main gauche de la Vierge, avec deux doigts qui dépassent du bras de l'enfant, diffère sur le tableau d'Édimbourg. En revanche, les deux paysages n'ont strictement rien à voir. À gauche, tout fait penser à Léonard, avec le pont aux 8 arcades, la rivière, les montagnes. Autant d'éléments typiques de son iconographie. À droite, par contre, le paysage ne peut en aucun cas lui être attribué. Mais ce deuxième tableau pourrait être inachevé, Léonard ayant peint les personnages
et un autre artiste s'étant chargé de l'arrière-plan. Les deux tableaux ne sont pas exactement conformes, mais aucune de ces différences ne peut clairement les départager. Quel est l'authentique? Quelle est la copie? Pour répondre à cette question, il faut reprendre le cours de la vie de Léonard. Le maître vient de quitter Milan, la ville où il a reçu commande de la Vierge au fuseau. Et sur la route de Venise, il fait halte à Mantoue. Mantoue, c'est la ville de la marquise Isabelle d'Este, laquelle veut depuis quelque temps attirer Léonard en son palais. Isabelle d'Este, c'est vraiment l'une des grandes dames de la Renaissance italienne. C'est la fille du duc de Ferrare, donc elle est vraiment née dans une grande famille d'une principauté du nord de l'Italie. Et très jeune, elle va être promise en mariage à un personnage tout aussi important, le marquis de Mantoue. Elle arrive en 1490 à la cour de Mantoue et ça va vraiment devenir à partir de là l'une des dames les plus importantes d'Italie parce que non seulement à la tête d'un État italien, mais aussi quelqu'un qui se pique de savoir, qui a une grande curiosité, aussi bien vis-à-vis de la littérature, de la poésie que des arts. D'abord, ce qu'elle aimait faire, c'était des comparaisons, comparer les mérites respectifs des artistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a commandé tout un décor pour l'une de ses pièces, son studiolo, c'est un petit peu un cabinet de travail, et elle a demandé à des artistes différents de peindre les tableaux, justement pour comparer leurs manières. Dans le studiolo d'Isabelle figurent certains des meilleurs peintres de son époque. Le Pérugin, le Corrège, ou encore Andrea Mantegna. Mais pour son portrait, aucun d'entre eux ne semble assez qualifié. Mantegna s'y est essayé. C'est le peintre officiel de la cour de Mantoue. Il a ainsi réalisé cette magnifique fresque dans la grande pièce de réception du château. Il s'y est d'ailleurs représenté. C'est le personnage à la gauche du pilastre. Isabelle n'a pas du tout aimé le portrait qu'il a fait d'elle, et elle s'en est vite débarrassée. On peut penser qu'Isabelle d'Este était quand même quelqu'un de très déterminé. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle essaye différentes choses. Alors, vis-à-vis des artistes, en fonction de la position de l'artiste, elle peut être de temps en temps assez cassante, de temps en temps plutôt arrangeante, essayant vraiment de mettre en avant les qualités de l'artiste et le prier vraiment de répondre à ses désirs. Et puis surtout, elle utilise beaucoup d'agents. Elle a un grand nombre de personnes qu'elle connaît et donc elle les utilise comme agents pour contraindre les artistes à répondre à ses désirs. 2 ans plus tôt, Isabelle a commencé à s'intéresser à Léonard de Vinci et elle a lancé une enquête à son sujet. C'est l'objet d'une longue correspondance, aujourd'hui conservée aux archives de la ville de Mantoue. C'est ici, dans cet échange de courrier, que l'on va retrouver la trace de la Vierge au fuseau. Tout commence quand Isabelle entend parler d'un tableau extraordinaire. La fameuse Dame à l'hermine, le portrait de Cecilia Gallerani, maîtresse du duc de Milan, Ludovic le Mort, auquel elle a donné un enfant. Première lettre. Qua dice numero 169, è questo? Isabelle s'adresse à Cecilia. Et elle lui fait une demande pour le moins surprenante. La lettera di Isabella d'Este a Cecilia Gallerani. Ah, quella dove... Del 26 aprile 1498. Vedere certi belli Ritratti vedi da mani di a Giovanni Bellino. Giovanni Bellini. Siamo venute Il ragionamento. delle opere di Leonardo. Elle a vu certains portraits de la main de Giovanni Bellini, qui est vraiment un grand peintre vénitien, et elle voudrait faire une comparaison avec les œuvres de Léonard.
Et Avec pour les cela, portraits. voilà, avec le portrait, et pour cela, elle se souvient que Léonard a fait le portrait de Cecilia Gallerani, donc elle lui demande de lui envoyer par la poste ce portrait pour pouvoir faire la comparaison. Vi preghiamo che per il presente Cavallaro. quale mandiamo apposta per questa ne vogliate mandare Esso ritratto. questo ritratto. Il faut commencer par la documentation historique pour pouvoir comprendre une situation, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc sans ces documents, on aurait beaucoup d'hypothèses, mais on ne comprendrait pas grand-chose. Et ce serait sans doute des hypothèses contradictoires. Et c'est grâce à ce genre de documents extraordinaires qu'on peut mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 500 ans, c'est il y a très longtemps quand même. Là justement, on vient de lire la lettre d'Isabelle d'Este à Cecilia Gallerani et on va avoir la réponse qui est conservée elle aussi. Allora lei dice che non è tanto più somigliante a me, che non è colpa, non è per difetto del maestro, che in vero credo non si trova a lui un paro. C'est fort, c'est fort. Il dit en gros que depuis que Léonard il lui a fait le portrait, elle a plus la même. Et donc le portrait, il ne lui ressemble plus, au point que quelqu'un qui le voit ne peut pas penser que c'est elle, mais que ce n'est pas par défaut du peintre, parce qu'il il n'a pas d'égal. Oui, parce qu'ils utilisent le mot état imperfecta, hein, c'est ça. Elle a été peinte adolescente en fait. Ce qu'on voit là, c'est l'écriture de la Dame à l'Hermine. C'est émouvant. Des dingues. Oui, c'est dingue. Dans la même lettre, Cecilia Gallerani accepte de se séparer de son tableau pour quelques semaines et de l'envoyer à la marquise de Mantoue. Et quand Isabelle le reçoit, c'est une véritable révélation. Le portrait n'a pas d'équivalent. Ce n'est pas seulement une magnifique représentation de Cecilia, c'est toute son âme qui transparaît dans le tableau. Isabelle en veut un comme celui-ci, et quand elle apprend que Léonard a quitté Milan, elle l'invite à la cour de Mantoue. Léonard y séjourne tout au plus quelques semaines, et Isabelle parvient à poser pour lui. Il réalise un premier dessin, l'esquisse d'un tableau qu'il promet d'exécuter une fois son voyage terminé. En quittant Mantoue, manifestement, Léonard a pris soin quand même de faire en fait 2 dessins, 2 cartons. Il y en a un qui a été laissé sur place pour faire plaisir tout simplement aux 2 princes, hein, au marquis et à la marquise. Léonard, lui, en revanche, bien évidemment récupéré l'autre carton qui va lui servir à faire la peinture. Donc chacun a de part et d'autre, je veux dire, un des dessins. Les uns ont un souvenir, mais promesse d'une peinture à venir. Et Léonard, lui, garde l'outil, l'instrument, qui va lui permettre de mettre en exécution le portrait peint. Isabelle est une femme de pouvoir et de caractère. Elle va tout faire pour que Léonard tienne ses engagements. La marquise a des amis partout. À Venise tout d'abord, où se rend Léonard après avoir quitté Mantoue. Une lettre l'avertit de la présence du maître et de son esquisse. Naturale della Vose, non so cos'è. della Vose. Alors là, on regarde en fait une lettre du 13 mars 1500 qui a été envoyée par un certain Lorenzo de Pavie depuis Venise. Et alors, il a une longue description d'un luth. Bon, il est malade, il y a toutes sortes de choses un peu anecdotiques. Et à la fin, c'est aussi une anecdote, mais pour nous, c'est très important. Il dit « Est à Venise Léonard de Vinci, lequel m'a montré un portrait de votre seigneurie. Il est très naturel à vous, très ressemblant en fait. Il est tellement bien fait qu'on ne peut pas mieux, on ne peut pas trouver mieux. » Et les courriers continuent. Isabelle suit Léonard de très près et s'informe sur ses activités. Quelques mois plus tard, le maître fait son retour à Florence. La ville où il a fait ses débuts
et qu'il a quitté presque 20 ans auparavant. Alors en arrivant à Florence au tout début du XVIe siècle, en 1500, Léonard va avoir vraiment une période de création d'une intensité étonnante. Il faut dire qu'il a 50 ans, il est au fait de sa gloire, et puis surtout il se réinstalle dans la ville qui est quand même la capitale artistique d'Italie. Donc peut-être que ces éléments l'ont incité à faire la preuve de ses talents. Et puis il va se lancer aussi dans des recherches scientifiques qui le passionnent. On sait notamment qu'il travaille beaucoup à des questions de géométrie, de mathématiques et des questions aussi d'anatomie. Donc vraiment toute une panoplie d'études qui explique qu'il mène plusieurs chantiers en même temps sans les achever jamais. À Florence aussi, Isabelle a son homme de confiance. Il s'appelle Pietro da Novellara. C'est un prêtre de l'ordre des Carmes. Elle le charge de rendre visite au maître. Pietro da Novellara se rend dans l'atelier dans lequel Léonard vient d'emménager avec ses élèves et assistants. Cette première visite se déroule au début de l'année 1501. Il la relate dans une lettre écrite le 3 avril. Une lettre bien sûr adressée à la marquise de Mantoue. La vita di Leonardo è varia e indeterminata forte. Là, on est au tout début, il vient de revenir à Florence et il a énormément d'activités très variées. Et ça, c'est vraiment une remarque qui est faite pour préparer Isabelle d'Este au fait qu'il est très occupé en fait et qu'il ne va pas pouvoir peindre son portrait. Puis après, il y a toute la description très belle du carton, qui est une description très fine, très précise, très sensible, sur l'iconographie et le sens de la Sainte-Anne. Léonard semble avoir été absent lors de cette première visite. Et Pietro da Novellara fait la description d'un tableau en train d'être copié par 2 élèves. La Sainte-Anne, le chef-d'œuvre aujourd'hui exposé au musée du Louvre, alors en pleine élaboration. En revanche, pas un mot sur la Vierge au fuseau. Ce jour-là, Pietro da Novellara ne la remarque pas. Suoi garçoni fanno ritratti e lui mette mano, on voit ici. Et al caso mette mano. Et c'est un fonctionnement qui est aussi assez logique, qu'on peut comprendre même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un maître qui apprend à peindre aux élèves et que donc eux, ils font des répliques de son travail à lui et que lui, de temps en temps, il les corrige jusqu'à mettre main pour lui faire voir comment on fait. Je veux dire que ça semble logique, effectivement. On la regarde aujourd'hui, on ne peut pas extrapoler, mais... Ce sont des pratiques d'atelier courantes oui, qui exactement, existaient un peu à toutes les époques, voilà. donc on peut le traduire comme ça. Ici, on a l'adresse, l'envoi donc de Fra Pietro da Novellara à Isabelle, marquise de Mantoue. Deux semaines plus tard, Fra Pietro retourne à l'atelier. Mais cette fois, il s'entretient avec le maître en personne. Et il témoigne de la présence d'un deuxième tableau, qu'il décrit dans tous ses détails. Le tableau qui sera bientôt appelé la Vierge au fuseau. Aujourd'hui, la lettre qui raconte cette nouvelle visite se trouve en Suisse. Et c'est une pièce à conviction si importante qu'elle va faire l'objet d'un double numérique. Il servira de document de référence une fois l'original de retour aux archives de Mantoue. Dans cette deuxième lettre à Isabelle d'Este, Fra Pietro écrit que Léonard lui a montré une composition destinée à un certain Florimond Robertet, l'homme de confiance de Louis XII. Un homme dont Léonard a fait la connaissance à Milan, au moment de la prise de la ville par les Français. Sur ce tableau, on peut voir, écrit Fra Pietro, une Madone assise comme pour dévider des fuseaux. L'enfant a le pied dans le panier. Il a pris le dévidoir et regarde les 4 rayons, qui sont en forme de croix.
Et comme désireux de cette croix, il rit et la tient fermement, ne voulant pas la céder à sa mère, qui semble vouloir la lui enlever. Cette description correspond-elle au tableau restauré à Paris? À première vue, certains éléments décrits dans la lettre y sont absents. Aujourd'hui, le tableau est photographié par une caméra infrarouge. Une caméra qui permet de visualiser le dessin préparatoire de l'œuvre. Un dessin qui se trouve sous la peinture et qui est donc invisible à l'œil nu. Elle révèle par exemple les fils de laine sur le fuseau. Des éléments que Fra Pietro mentionne, mais que le peintre n'a pas intégrés à sa composition finale. Tout rappelle l'œuvre qu'a vue Fra Pietro dans l'atelier de Léonard de Vinci. Déjà, c'est ce qui fait penser à Léonard, c'est la richesse des techniques de dessin préparatoire. Parce que Léonard, il passe d'un matériel à l'autre avec beaucoup de facilité. On dirait quand il réfléchit, il prend c'est ce qu'il y a sous la main et puis commence à dessiner. Et donc là, par exemple, ça coexiste trois techniques différentes. Un, c'est le poncif. Le deuxième, c'est le trait à la mine d'argent ou au fusain. Et puis le lavis, une sorte d'aquarelle. Toutes ces techniques ensemble sur un tableau si petit. Ça me fait penser à Léonard parce qu'effectivement, il travaille comme ça. Léonard utilise tous les outils à sa disposition pour tracer le dessin préparatoire de son tableau. Cinzia l'avait déjà remarqué lors de la restauration de la Sainte-Anne, quelques années plus tôt. Ici encore, la signature de Léonard. Avec son assistante, Alice Oran, Cinzia dresse à présent l'inventaire des éléments du dessin préparatoire abandonné par l'artiste sur son tableau. 2, 3, 4. Il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. C'est les bobines de fil. Il y a le panier là? Il y a un panier, oui. Il y a un panier là? Oui, là. Il y a un panier là, et puis il y en a un autre de l'autre côté. Ici. Ça, c'est l'autre panier. Le dessin préparatoire est rempli de repentirs, des corrections que l'artiste a réalisées sur sa première composition. Les deux mains de l'enfant, par exemple, ou encore la position de son bras gauche. Les contours du dessin n'ont cessé d'être modifiés et ajustés. Une expression de la quête de perfection de l'auteur du tableau. Je pense que ce qui est le plus frappant, c'est le nombre d'éléments qui ont disparu de la composition peinte. Les spécialistes de Léonard diront que c'est la manière dont il travaille. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique chez lui, c'est tous ces changements. Mais je dois dire que cette peinture l'illustre particulièrement. Qu'est-ce que c'est comme animal, tu penses? C'est un âne. C'est un âne. Voilà. Ça, c'est le museau, les oreilles, les coups. Ça, c'est la patte. Bon, c'est assez manifeste. On voit trois personnages et on aperçoit un enfant ici. Et ensuite, il y a un personnage, deux personnages, trois personnages. Ça, c'est une jambe, l'autre, la tête de l'enfant. Ça, c'est l'épaule avec les bras, les dos. Et là, c'est la tête avec l'épaule. On voit assez bien. Ça, c'est une porte ou une niche, parce que dedans, on a l'impression de voir comme une autre, quelque chose pour être une sculpture. Et ça, bon, ça, c'est un balcon. La peinture en restauration contient dans son dessin sous-jacent toutes les étapes de la composition du tableau. Cela laisse penser qu'elle serait bien une œuvre authentique, et non l'une de ses très nombreuses copies. Aujourd'hui, on en recense une cinquantaine.
Tiens, ça c'est avec celle-là. tout exécuté au XVIe siècle. Du duc de Wellington. Ça, c'est les deux qui sont les mêmes. Et le même paysage. Et ça, c'est l'Espagne. Ça, c'est le groupe espagnol. Alors là, c'est la première famille. Donc là, la première famille, on a le groupe Baby Walker. avec le trotteur. Voilà le trotteur, Jésus qui est mis dans un trotteur. Les pouces levés. Voilà, et la position de la main comme ça. Ouais, la position de la main comme ça. La jambe de l'enfant Jésus plus haute. Et surtout le panier de fuseau. Et les paniers de fuseau visibles. Ouais. Donc là, on peut encore appeler cette famille de copies la Vierge au fuseau. Parce que là, il y a encore des fuseaux. Alors la deuxième famille, la différence, c'est la coiffure et la disparition et un paysage très différent. Il a le drapé aussi. Le drapé aussi très différent, oui. Et là, c'est l'état final quand même. Avec le paysage, ils ont un grand paysage. Le pont, on retrouve le pont. Bon, ben voilà. Là, on a nos trois familles. Ce qui est vraiment intéressant avec Léonard, c'est que les copies, elles ont un sens beaucoup plus fort qu'avec d'autres artistes. La plupart du temps, par exemple, si on compare avec quelqu'un comme Raphaël, c'est quelqu'un qui va peindre très rapidement et les copies vont vraiment reproduire fidèlement son idée. Léonard, c'est une autre aventure parce que lui, il peint extrêmement peu. On connaît moins d'une vingtaine de tableaux de Léonard de Vinci et chacun de ces tableaux, de ces compositions de la fin de sa vie, c'est une composition qui va être élaborée mais très lentement, pendant une longue période, 5, 10, 15, voire même 20 ans pour certaines compositions. Et donc, sur la matrice, sur l'original, eh bien, il va y avoir toute l'histoire de ces changements d'idées, de ces allées et venues dans sa pensée. Et en fait, les copies, elles vont reproduire une étape de la pensée de Léonard de Vinci. C'est comme des photographies d'un moment de l'original. Et ça, c'est passionnant parce que là, on a la chance de pouvoir entrer dans ce qui s'est passé dans sa tête pendant pratiquement 18 ans. En Espagne, au musée de Murcie, se trouve l'une de ces copies. Un tableau d'autant plus intéressant qu'il a été peint par un assistant du maître. Aujourd'hui, on réalise une image infrarouge de son dessin préparatoire. Tu vois, il y a quand même celle-là, elles Oui. ont les mains plus hautes quand même. Celle-là et celle-là surtout. Oui. Plus que celle-là. Et ça se rapproche plus de la première version. On sait que ces deux artistes, les Ferrando ou les Fernando, qui travaillent ensemble, l'un était dans l'atelier de Léonard, ça c'est sûr. En 1505, il est payé par la ville de Florence parce qu'il participe au chantier de la bataille d'Angari. Et en 1506, ils sont à Valence. Donc eux, ils ont vu la composition en 1500, au tout début du XVIe siècle, peut-être de 1501 jusqu'à... Mais ils sont partis en 1506. Quand cette copie a été peinte, le tableau original de Léonard n'était pas encore terminé. Et plusieurs détails, comme la main droite de la Vierge, allaient encore changer. C'est joliment peint, hein? Ça, oui. Mais même ça, hein, ça, c'est très joli, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est raffiné. Cette image est donc une étape dans la conception du tableau, une année environ avant son achèvement. C'est une surprise ou immédiate et très, Ouais. tu vois, Une soudaine. réaction un peu épidermique, contrôlée par la résignation, parce qu'elle sait déjà Voilà. qu'il va être crucifié. C'est ça. Et alors les doigts de Jésus sur le dévidoir, la position est un Tout peu peint. différente, hein, légèrement différente avec Ouais. le pouce qu'on voit plus là. Avec les pouces, on ne voit plus, et les petits doigts. Et le petit doigt qui est derrière. appuyé, ouais. Ouais. Dans les personnages, il y a là une obsession continuelle qui ne s'arrête pratiquement jamais du moindre détail. C'est-à-dire que là, il va revenir pour revoir l'ornement d'un drapé, la position d'un drapé, les mains, l'interaction entre les personnages. Là où nous, ça peut nous sembler dérisoire de revoir un pouce, la geste d'une main, on se dit bah, ça ne sert à rien. Si, c'est très important parce que le moindre détail, c'est ça qui va donner le mouvement à la composition, le meilleur mouvement et qui va permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le tableau. Est-ce que la Vierge est vraiment en train d'empêcher Jésus d'aller vers sa croix? Est-ce qu'elle va lui enlever la croix? Ou au contraire, est-ce qu'elle est étonnée qu'elle le laisse aller vers son destin? Parce que évidemment, le dévidoir, c'est la croix de Jésus, c'est son futur, c'est sa mort. Et ça, c'est vraiment ce qui intéresse Léonard, c'est-à-dire représenter un moment, la fugacité d'un moment où va être exprimé... Sur image. Voilà, c'est un arrêt sur image. Et pour ça, il faut que ça soit
la disposition parfaite des figures. En étudiant de très près le tableau restauré à Paris, ainsi que son dessin préparatoire, on peut identifier une évolution dans la position du corps de l'enfant, mais aussi dans celle de la main droite et dans la coiffure de la Vierge. Des changements que l'on retrouve dans les copies, lesquels contiennent aussi des éléments du décor, dont la plupart sont présents sur le dessin préparatoire et qui ont ensuite été abandonnés par l'auteur du tableau. La Vierge au fuseau restaurée à Paris serait donc la matrice de toutes les copies. Autrement dit, le tableau original. Le problème, c'est que l'autre version, exposée à Édimbourg, contient elle aussi des repentirs. Des corrections très semblables qui en font une deuxième matrice du tableau. Deux tableaux avec le même dessin préparatoire, c'est-à-dire deux originaux. On est vraiment face à un cas extraordinaire. C'est unique dans la vie de Léonard de Vinci. La plupart du temps, les copies d'atelier, elles reproduisent un état de la pensée de Léonard, mais il y a de temps en temps de tout petits repentirs, mais très peu de choses. Là, on a un cas incroyable, c'est qu'on a deux tableaux qui sont remplis de repentirs. Il y a toute l'histoire dans deux tableaux. Deux tableaux authentiques, en partie ou en totalité de la main de Léonard de Vinci. Est-ce seulement possible? Et si oui, comment cela a-t-il pu se produire? La réponse se trouve à Florence, où Léonard se réinstalle en 1501, après son départ de Milan. En ce début du XVIe siècle, un nouveau talent fait événement. Michel-Ange a 26 ans quand il sculpte le David. Autour de cette statue extraordinaire va se nouer un conflit avec Léonard de Vinci. Le David est un personnage biblique qui, au XVe siècle, évoque les valeurs civiques. Il devient le symbole de la vertu et du courage de Florence, à un moment très particulier, celui de la guerre contre Pise, qui est engagée depuis des années entre Florence et la ville rebelle. Le 25 janvier 1504, une fois les travaux terminés, s'ouvre un débat autour de l'emplacement du géant de marbre. Et une commission voit le jour avec la participation d'artistes comme Andrea della Robbia, Léonard, Filippino Lippi et aussi des membres du gouvernement florentin. Nous avons gardé la trace des débats et il est intéressant de se souvenir quelle a été la position de Léonard quant à l'emplacement du colosse. Michel-Ange veut disposer son chef-d'œuvre dans le palais de la Seigneurie, le lieu du pouvoir à Florence, ou à défaut devant sa porte d'entrée. Léonard, lui, préférait la placer en retrait, sans doute en raison de la dimension érotique de la statue. Finalement, Michel-Ange a le dernier mot. Mais il vit la position de Léonard comme une trahison. Léonard suggère que le David serait bien sous la loggia des Signori, que nous appelons à présent la loggia des Lanzi, mais dans une position à part, proche du mur, enfermé dans une niche, de façon, dit Léonard, à ne pas perturber la célébration des événements officiels qui se déroulent sous la loggia. Quelque temps plus tard, une altercation oppose les deux artistes. Un petit groupe est en plein débat autour d'un poème de Dante, quand Léonard se joint à la conversation. Quand Michel-Ange vient à passer, Léonard l'interpelle et lui demande son interprétation. Pense-t-il qu'on veut ainsi l'humilier? En tout cas, la conversation s'envenime.
toi qui as dessiné un cheval et ne pouvant le fondre, t'es couvert de vergogne et l'as laissé en l'état, lance Michel-Ange à Léonard. C'est dire l'état de leur relation, lorsqu'en 1503, Léonard reçoit une commande pour le palais de la Seigneurie. Il travaillera dans la salle du Grand Conseil, où siègent les dirigeants de la République, dont le premier d'entre eux, un certain Pierre Soderini. La grande salle de l'époque de Léonard de Vinci était très différente. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat des travaux menés par Giorgio Vasari, qui a relevé le plafond de presque 7 mètres et qui a complètement redécoré les murs de la grande salle des 500, comme nous l'appelons à présent. Florence, en 1498, s'est engagée dans une longue guerre contre Pise. La guerre n'en finissait pas et en 1503, le conflit était dans une impasse. Et pour faire revivre la fierté de la ville, Pierre Soderini charge Léonard de décorer la salle d'un épisode de la gloire militaire florentine d'une importance toute particulière, la bataille d'Anghiari. Son problème était de se confronter à la technique de la fresque qui implique de la rapidité et qui ne peut pas être repensée. Léonard aime les détails, il aime la réflexion, il aime revenir sur les choses encore et encore, et cela, la fresque ne le permet pas. Léonard met au point une peinture très chargée en huile, comme pour ses tableaux. Il utilise des braseros pour la faire sécher et la fixer au mur. Mais c'est un fiasco. Et les travaux sont si longs que l'année suivante, Soderini appelle Michel-Ange, presque en compétition, pour réaliser une nouvelle fresque dédiée à un autre épisode de la gloire militaire florentine, cette fois-ci la bataille de Cascina. Léonard est pris au piège, et pour y échapper, il se met au service des Français, les maîtres de la ville de Milan. Il obtient ainsi l'autorisation de quitter Florence pour 3 mois. Quant à Michel-Ange, il renonce également et prend le chemin du Vatican. À son départ, son projet n'a pas dépassé le stade du dessin. Celui de Léonard est allé à peine plus loin. Le divorce entre Léonard et la République de Florence n'est pas sans douleur. Soderini écrira une lettre pleine d'amertume aux Français de Milan pour protester contre le fait que Léonard avait touché une grosse somme d'argent sans avoir terminé la mission qui lui avait été confiée par la République. Trois mois plus tard, le maître est toujours à Milan. Et son nouveau protecteur, le Français Charles d'Amboise, gouverneur de la ville, écrit à la seigneurie de Florence pour demander un délai supplémentaire. Mais à peine celui-ci est-il passé que Charles d'Amboise reprend la plume pour réclamer davantage de temps. Léonard, dit-il, n'a pas terminé un travail que nous lui avons confié. Mais cette fois, il essuie un refus. Pierre Soderini exige depuis Florence le retour immédiat de Léonard de Vinci. Pourtant, cette fois encore, la puissance du royaume de France, comparée à la relative faiblesse de la République de Florence, sera déterminante. C'est Louis XII en personne, depuis son château à Blois, qui va régler la question pour de bon.
Alors au tout début de l'année 1507, le roi de France Louis XII convoque l'ambassadeur de Florence et lui dit que désormais Léonard doit rester à Milan, rester à son propre service, puisque Louis XII est aussi le duc de Milan, possède à ce moment-là la Lombardie. L'ambassadeur de Florence, un certain Francesco Pandolfini, est reçu par le roi. Il écrit aussitôt à la seigneurie pour relater l'entretien. Alors c'est un témoignage très précieux parce qu'on apprend qu'un petit tableau de Léonard de Vinci vient d'arriver à la cour de France. Le sujet n'est pas donné, mais il est suffisamment merveilleux ce tableau pour que Louis XII se soit dit « mais dis donc, ça voilà de la belle peinture, moi aussi j'ai envie d'avoir un tableau de Léonard de Vinci ». Et à partir de là, Louis XII décide que lorsqu'il se rendra à Milan dans quelques mois, il rencontrera Léonard et lui commandera des tableaux. On apprend qu'un tableau de Léonard est arrivé à la cour. Mais quel tableau ça peut être? Ça pourrait être finalement, et ça peut être le plus simple, la Vierge au fuseau, qui a effectivement été conçue au début du XVIe siècle pour un Français, Florimond le Robertet, et on peut imaginer qu'en 1506, il était prêt et qu'il a été envoyé à la cour de France. Parmi les courriers relatifs à la Vierge au fuseau, la lettre envoyée par l'ambassadeur de Florence est essentielle. Il écrit que Louis XII, venant de voir le petit tableau, veut à son tour une œuvre de la main du maître. « Que désirez-vous » lui demande alors l'ambassadeur. « Une Notre-Dame » lui répond le roi. Louis XII voit le tableau, a envie d'avoir un tableau lui aussi, et la première idée qui lui vient à l'esprit, c'est une Notre-Dame. Est-ce que c'est pas l'indice que justement ce qu'il vient d'admirer, c'est une Notre-Dame? Et effectivement, la Vierge au fuseau peut être qualifiée au XVIe siècle d'une Notre-Dame. Et c'est assez émouvant de voir qu'au fur et à mesure des mois qui passent, donc Louis XII va se rendre à Milan au début de l'année 1507, et finalement il va bientôt l'appeler notre peintre. C'est désormais celui qui va être l'ingénieur et l'artiste préféré de Louis XII, actif en tout cas à Milan au service du roi. Si une première version de la Vierge au fuseau est bien arrivée à Blois au début de l'année 1506, dans quelles circonstances un autre tableau, tout aussi authentique, aurait-il pu être produit? Vinci, le village du père de Léonard. Pour trouver la trace de cette deuxième version du tableau, il faut revenir aux circonstances de sa naissance et à une affaire d'héritage qu'il a opposée à ses demi-frères. À Vinci, tout nous parle de Léonard. Il est né en avril 1452 de Ser Piero, notaire, et de Caterina, une paysanne de petite condition, issue d'un village voisin, San Pantaleo. Caterina a le même âge que Ser Piero, probablement 18 ans, lorsque naît Léonard. Mais sa condition sociale empêche que cette relation entre les deux jeunes gens soit officialisée par un mariage. De nombreux documents nous disent que le père n'a jamais eu l'intention de le reconnaître, aucune intention de formaliser sa naissance et donc de lui donner les mêmes droits que ceux de ses autres fils. Et cette condition de marginalité sociale, pourrait-on dire, doit avoir pesé sur l'enfance du jeune Léonard. Quand Ser Piero disparaît, ce sont bien sûr les enfants reconnus qui reçoivent son héritage. 2 de ses épouses lui ont donné 9 garçons. Alors que Caterina n'a jamais été mariée à Ser Piero et Léonard n'a aucun droit sur la succession. Pourtant, quelques années plus tard, son oncle Francesco, voulant réparer cette injustice, l'inscrit sur son testament.
lui lègue une maison de village, ainsi que 2 fermes et leurs oliveraies. Les demi-frères de Léonard s'y opposent et lui intentent un procès. Louis XII a tout fait pour que Léonard reste à Florence le moins de temps possible et va demander à la seigneurie de Florence d'accélérer le procès entre Léonard et ses demi-frères. Léonard va quand même rester environ une année à Florence, entre le milieu 1507 et le milieu 1508. Une petite année où justement il va sans doute réfléchir à ses compositions qu'il va commencer ou poursuivre pour Louis XII. Quelques mois plus tard, voyant la fin de son séjour à Florence approcher, Léonard envoie plusieurs lettres à Charles d'Amboise. 2 brouillons ont été retrouvés dans ses carnets. Dans le premier, il dit avoir bien avancé sur 2 peintures de Notre-Dame. Dans le deuxième, quelques lignes, écrites à l'envers comme toujours chez Léonard, donnent une précision supplémentaire. 2 tableaux de Notre-Dame de différentes grandeurs, faits pour notre roi très chrétien, ou pour qui il plaira à votre seigneurie. Dans l'état actuel de nos connaissances, il y a seulement 2 tableaux religieux avec la Vierge qui pourraient correspondre à ces 2 madones de grandeur différentes. La grande, ça pourrait être la Sainte-Anne, qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre, et la petite, c'est vrai que là aussi, on serait aussi tenté de penser à la composition de la Vierge au fuseau. Un premier tableau pour Florimond Robertet. Un deuxième pour le roi de France. 2 tableaux originaux. C'est aujourd'hui le plus vraisemblable. Tout est maintenant affaire de regard et d'intime conviction. À Paris, le nettoyage du tableau touche à sa fin. Le moment ou jamais pour le comparer à l'œuvre auquel il est toujours associé. Dans les lettres de Fra Pietro ou dans celles de Léonard, la Vierge au fuseau est inséparable de la Sainte-Anne. Les 2 tableaux sont peints en même temps dans l'atelier du maître, et ils ont plus qu'un air de famille. Un peu plus haut. À hauteur des yeux, en fait Oui. Voilà, c'est parfait. Pour la Vierge au fuseau, être confrontée à la Sainte-Anne, c'est une épreuve de vérité. Voilà, super. Questo blu che sembra proprio che c'ha un'illuminazione sua quando lo vedi in vero, cioè proprio una cosa che non sopporta niente sopra, né il vetro né le vernici, cioè una materia talmente impalpabile che qualsiasi cosa c'ha la diminuisce, capito? E comunque questa fuga sulla sinistra, anche questo secondo piano delle montagne, è proprio... Ma proprio identico, cioè non so... Questa idea proprio della doppia cortina in fondo a sinistra. On a l'impression qu'il y a une lumière qui vient de l'intérieur. Il a cette bleue qui est vraiment... il y a d'autres qui utilisent les lapis, mais comme lui, je trouve que chez lui, il a cet effet d'illumination de bleu et qu'on le reconnaît tout de suite. Ça me semble vraiment une évidence quand on les voit à côté que c'est la même main. Alors bon, il ne faut pas le dire, ou peut-être que ce n'est pas moi qui dois le dire, mais moi ça me semble très très visible en tout cas. Et le voile alors de Sainte-Anne? Alors pour moi, ce voile-là, c'est plus la Joconde. Tu vois, celui-ci. Oui, parce que c'est plus petit, je pense que les questions de proportion... Pas seulement ça, mais c'est fait avec le noir. Ça, c'est très similaire à la Joconde. Oui, oui, c'est vrai. E poi, Vincent, guarda, secondo me, quanto è simile l'incarnato, che non è rovinato, che è questa gamba, con queste luci qui. C'est comunque molto prossimo. La gamba che è la cosa meno rovinata. Même le contour, hein. T'as vu la construction du contour? Esatto. Très, si. Une chose assez... Maniérisme. Voilà, tu vois, c'est des choses c'est pas raide. qu'on a là. Ouais.
C'est sûr que c'est un tableau pour lequel la restauration a révélé une qualité qui, effectivement, oui, permet quand même de se dire, de se poser vraiment la question, oui, il y a une qualité qui est très proche de celle qu'on voit dans les tableaux du Louvre. Donc, légitimement, je ne suis pas le premier à le dire, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on peut le penser, mais la restauration de la Sainte-Anne et de cette Vierge au fuseau permet d'aborder les choses avec oui, un certain optimisme quand même. On se dit que la Vierge au fuseau était un tableau d'une très très grande qualité. C'est digne de ce que peut faire Léonard. Même s'il y a des choses effectivement qu'on ne retrouve pas ici. Dans le paysage intermédiaire, c'est vrai que ici, vous voyez, on ne trouve pas du tout. On est quelque chose de plus synthétique, d'inachevé. Alors que là, c'est des choses qui sont achevées. On n'est pas face à une science exacte, hein. Toutes les choses restent ouvertes. Ça s'est passé il y a 500 ans. Dans un atelier dont on sait peu de choses, plusieurs choses sont possibles. Il faut jamais être définitif. Au contraire, il faut laisser les choses ouvertes. Et c'est encore plus intéressant comme ça. L'enquête sur le tableau s'achève. Sa couche picturale, sa composition, son dessin préparatoire ont été étudiés et comparés avec la plus grande attention. Dans l'atelier de Cinzia Pasquali, la dernière étape de la restauration du tableau va maintenant commencer. La réintégration de la couche picturale. Les lacunes sont comblées l'une après l'autre. Un travail qui nécessite une patience infinie et qui va offrir à la peinture son nouveau visage. On fait un peu un travail des coutures, de tous les petits dommages, les petites altérations. Et après, le dessin original, il est reconstitué. L'objectif, c'est de mettre en valeur l'original, de minimiser visuellement les altérations sans les cacher complètement, de rendre une lisibilité à l'œuvre qui puisse être regardée et comprise par tout le monde. C'est pas différent de restaurer Léonard qu'un autre type de tableau. C'est on rentre dans la matière, donc c'est vraiment très technique. Après, c'est plutôt les regards des autres qui nous fait ressentir cette pression, je dirais entre guillemets, qui c'est Léonard de Vinci. C'est comme un chirurgien qui opère un patient, il ne peut pas tout le temps se rappeler qui il est. Il est vraiment dans le technique, dans le geste technique. Pour moi, c'est pareil, je pense pour tous les restaurateurs, c'est pareil. On rentre dans la matière, donc on oublie quel artiste c'est, dans quel contexte, etc. Ça, c'est plutôt, je dirais, après, avant, mais pas pendant l'opération. Cinzia Pasquali aura d'abord retiré tous les ajouts des restaurations pratiquées sur le tableau pendant ses 5 siècles d'existence. Les dommages les plus importants ont été comblés par du mastic. Puis l'ensemble a été réintégré avec une peinture différente de celle utilisée par l'artiste. Une peinture qui pourra, si besoin, être retirée dans les décennies à venir. Trois années ont passé depuis l'arrivée du tableau dans l'atelier. Les experts de l'Opificio delle Pietre Dure à Florence ont suivi chacune des étapes de sa restauration. Aujourd'hui, ils sont venus le voir, avant les toutes dernières retouches. Ça a été une découverte de tous les instants, d'avoir la possibilité d'observer pas à pas ce tableau depuis ses longues phases de diagnostic, à l'étude des matériaux et après, tout doucement, le nettoyage des repas. Voir ce tableau qui, après avoir vécu tant d'aventures, qui nous faisait penser que sa qualité était amoindrie pour toujours et qui, contre toute attente, tout d'un coup, retrouve sa puissance,
retrouve son histoire. Et à présent, cette très belle restauration de l'image, c'est un peu comme le voir naître à nouveau, non? Le tableau est maintenant prêt à être révélé au public du monde entier, amoureux de la peinture de la Renaissance et spécialiste de l'œuvre de Léonard. Verront-ils eux aussi la main du maître sur la peinture? À chacun désormais d'en décider.